Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre autre cours de français. Ici, c'est le Capitaine Grammaire. Aujourd'hui, on fait un cours de lecture. J'ai composé pour vous un texte narratif assez court, mais quand même avec une certaine densité, un peu de complexité. Je vais lire ça pour vous. Je vais le lire à voix haute. Ensuite, on en fait l'analyse, puis j'ai un petit questionnaire qui va suivre. Je vous fais un partage d'écran. Bon, le texte s'intitule « Un esprit d'enfant ». Donc, pour votre information, c'est un texte qui a 888 mots, c'est pas très long, 2 pages environ. Donc, j'ai composé ça pour vous, c'est un texte original, puis on prendra les commentaires dans la période de questions qui suivra la lecture et l'analyse. On y va. Un esprit d'enfant. Jessie avait une imagination débordante. Elle passait la moitié de son temps éveillée dans la lune à imaginer des personnages grotesques et des situations invraisemblables. À première vue, elle avait l'air un peu tannante avec ses boucles orangées et ses petits picots qui décoraient joyeusement ses pommettes d'enfant. Elle était différente des autres enfants de sa classe de deuxième. Non seulement était-elle la seule rousse de sa classe, mais son esprit était unique. Elle réfléchissait autrement, elle créait différemment. Bref, c'était une petite fille hors de l'ordinaire. En ce vendredi après-midi, son enseignante, fidèle à son habitude, proposa aux enfants de terminer la semaine par un dessin. C'était un vendredi 13 et au cours de la journée, l'enseignante avait tenté de démystifier certaines superstitions. Elle avait brièvement expliqué ce qu'était une superstition et les élèves s'étaient lancés dans des dessins de chats noirs et de bateaux se retrouvant sous les flots de la mer au milieu du triangle des Bermudes. Jessie, quant à elle, avait eu le temps de faire non pas un, mais 2 dessins. Son premier représentait un petit bonhomme à la peau jaunâtre, on aurait dit un petit chinois. Il était démesurément large et costaud pour sa grandeur. Celui-ci démolissait avec une grande hache une jolie cabane en bois que des enfants avaient construite dans un arbre. Juste sous lui, un immense piège ressemblant à ces horribles trappes métalliques utilisées pour capturer des ours l'attendait. Son dessin était tout aussi clair que mystérieux. On déchiffrait facilement tous les éléments du dessin, toutefois personne n'arrivait à comprendre les raisons qui l'avaient amené à dessiner une telle scène. Son second dessin était encore plus étrange. Elle avait dessiné les traits grossiers d'un homme préhistorique. Le personnage était fort réussi. Son talent pour dessiner des visages était indéniable. L'homme primitif pilotait un genre de vaisseau spatial très futuriste et il semblait communiquer à l'aide d'un cellulaire ou encore d'un talkie-walkie. La scène était absurde, mais les dessins étaient tout à fait clairs. C'était à n'y rien comprendre. Son enseignante était bouche bée. La psychologue de l'école fut plongée dans le mystère et on commença à monter un dossier à la jeune fille. Ses parents furent mis dans le coup. On devait comprendre ce qui se passait dans l'esprit tumultueux de cette jeune fille en apparence joviale. Quand les parents furent rencontrés, on leur demanda si leur fille avait déjà subi un traumatisme. Elle est tombée en bas d'une échelle en 1988, expliqua son père. C'était en 89, répliqua la mère. Il fut donc écrit dans le rapport qu'elle avait peut-être subi un choc à la tête vers la fin des années 80. On poursuivit l'enquête, mais rien ne permit aux intervenants de comprendre les pensées étranges de la fillette. Quand les parents revinrent à leur domicile, il était déjà tard. La gardienne n'avait eu aucun problème avec la petite. Elle s'était endormie d'elle-même après le souper. Elle se réveilla par contre en hurlant au beau milieu de la nuit. Un cauchemar avait provoqué ses pleurs et son père accourut à son chevet. Il la questionna pour savoir ce qui la terrifiait ainsi. Son discours était incohérent et en plus, elle parlait comme si elle avait une patate chaude dans la bouche. J'avais une sœur comme moi, pareil, et on avait une seule tête pour nous deux. On était des chanteuses dans une grande salle d'opéra, puis là, c'était la fin du monde. Elle racontait son histoire avec un chagrin profond et réel. Son père la consola et la replongea dans ses couvertures. 10 minutes plus tard, tout était terminé. Il revint dans son propre lit et demanda à sa femme si elle avait discuté avec sa jeune fille de la fin du monde que certains avaient prévue pour 2012. « Ben non, s'était-elle exclamée. Me prends-tu pour une folle? »
Ils tentèrent d'oublier tout ça et retombèrent dans un sommeil agité. Tous deux rêvèrent de situations étranges. La mère avait passé des moments torrides avec Ben Laden et le père tentait de se bâtir un garage au pôle Nord entouré d'ours polaires menaçants et de petits manchots qui se dandinaient à la file indienne. Ils se réveillèrent cernés, plus fatigués que la veille et fort confus. Ils s'expliquèrent mutuellement leurs rêves durant le déjeuner. La conversation n'avait ni queue ni tête, mais chacun était habité par les images de leurs rêves encore frais à leur mémoire. Durant la journée, autant le père que la mère furent regardés de façon étrange. Ils ne semblaient pas très cohérents et ils avaient l'air, en toute franchise, un peu bizarres. La nuit suivante fut encore plus mouvementée et tumultueuse. Leur cauchemar s'intensifiait en nombre et en réalisme. La petite Jessie les avait contaminés. Son état était hautement contagieux et ses parents furent condamnés, comme la fillette l'avait été depuis sa chute de l'échelle, à vivre avec un esprit débridé. Il en fut de même pour son enseignante, pour la psychologue et pour tous ceux qui avaient touché, de près ou de loin, à l'élaboration de son dossier. La situation devint un peu plus complexe quand Jessie fut envoyée au pensionnat à la fin des études primaires. Elle dormirait dorénavant dans un dortoir avec 120 autres filles de son âge. Voilà, c'était la lecture. C'est un texte qui peut peut-être un peu paraître étrange ou perturbant. Je reviens à l'écran ici avec vous. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. C'est un texte qui n'est pas très long, mais qui demande quand même de comprendre certains traits psychologiques. Ce que j'ai fait pour vous, c'est que j'en ai fait l'analyse. J'ai créé ce qu'on appelle un schéma du récit. Je vous partage ça. Donc, j'arrête le partage. Et je partage maintenant mon écran. Je m'en vais chercher ici le schéma. Donc, le schéma, ce n'est pas une classe de 6e, mais plutôt une classe de 2e. J'active ça pour vous. Donc, c'est un schéma d'un texte littéraire dont le narrateur est omniscient. C'est toujours important de parler du narrateur quand on analyse un texte. Le titre, c'est Un esprit d'enfant. Et quand on fait un schéma comme ça ici, ça nous permet de faire une extrêmement bonne compréhension du récit, d'avoir une bonne compréhension et d'en faire une analyse qui permet d'avoir déjà des réponses si jamais il y a des questions qui sont posées dans un éventuel examen. La plupart des questions nous demandent qu'est-ce qui s'est passé dans la situation initiale, quel était l'événement déclencheur, quelle était l'évolution psychologique des personnages, comment ça s'est terminé. Ce sont toujours les 4 phases qu'on essaie d'analyser: le début, l'événement déclencheur, le nœud de l'histoire et le punch final, la chute ou la fin. C'est ça comme vous voulez. Donc, ici, j'ai codé ça par couleur pour que ce soit facile à voir pour vous. Donc, la situation initiale, c'est généralement une suite de descriptions. Et pour votre information, dans un texte, la plupart du temps, dans la situation initiale, je vais mettre un i minuscule ici. Ici, il y a un point. On va mettre un i minuscule. Dans la situation initiale, les verbes sont à l'imparfait. Un des indices qu'on va arriver à l'événement déclencheur, c'est que les verbes tomberont au passé simple. Et ensuite, dans le nœud ici, on va alterner entre des passages descriptifs qui sont à l'imparfait et des passages narratifs qui sont au passé simple. Pour le punch final, ici, ça sera la fin. On verra ça tantôt. Donc, dans la situation initiale, ça se passe où? Dans une classe de 2e, un peu avant 2012. Pourquoi? Parce qu'on dit que la jeune fille rêve à la fin du monde que certaines personnes avaient prévu éventuellement pour 2012. Donc, si les prévisions étaient déjà en rumeur, c'est qu'on n'est pas loin avant 2012. Il n'y a rien de spécifié, mais c'est environ ça. Le personnage principal s'appelle Jessie. C'est une petite rouquine avec des taches de rousseur. Elle est en 2e année, donc elle a quelque chose comme environ 8 ans peut-être. Son état psychologique, elle est différente des autres, un peu étrange, très créative. Elle a une imagination débordante. C'est une petite fille qui ressort du lot et qui a un talent en dessin aussi. Mais ça, c'est pas un talent, c'est pas un état psychologique, mais ça fait partie de sa description. Et l'atmosphère, toujours au début, quand on analyse la situation initiale, c'est ce qui se passe au début. L'enseignante donne un cours sur les superstitions un vendredi 13. Les enfants sont fébriles, sont énervés, on parle de chat noir, on parle de toutes sortes de superstitions. Et là, elle demande de faire un dessin avec ça pour les calmer, j'imagine, en fin d'après-midi, un vendredi.
Qu'est-ce qui débute l'intrigue? C'est au moment où l'enseignante demande de faire le dessin pour illustrer une superstition. Jessie en fait deux, en fait, puis elle illustre deux de ses cauchemars qu'elle a fait. Elle en fait des cauchemars la nuit, elle en fait sûrement de jour aussi. Donc, elle illustre deux cauchemars qui soulèvent des interrogations chez son enseignante, qui transmet le dossier à la psychologue, puis elle dit qu'il faut lui monter un dossier. Il essaie d'impliquer les parents là-dedans. Et là, on arrive à l'évolution psychologique des personnages. Mais juste faire un petit retour sur l'événement déclencheur, c'est vraiment la demande de faire le dessin qui déclenche toute l'histoire. C'est pour ça qu'on appelle ça l'événement déclencheur. Qu'est-ce qui fait débuter l'intrigue? C'est la demande de dessin. Et ensuite toutes les péripéties qui suivent, toutes les décisions qui suivent, les événements de l'histoire découlent de cette demande. L'évolution psychologique des personnages, j'en ai fait deux. J'ai fait l'évolution psychologique des parents, de l'enseignante, et probablement de la psychologue aussi. Ils sont stressés et perturbés de façon très minimale au début. Bon, c'est une journée normale. Et là, quand on demande des dessins, on commence à s'inquiéter et au fur et à mesure que l'histoire avance, les parents sont de plus en plus stressés. On imagine que l'enseignante, la psychologue aussi, vont être victimes de la contagion et leur stress, leur bouleversement psychologique vont augmenter. Alors que chez Jessie, l'évolution psychologique se fait vraiment en deux phases simultanées. Il y a ce qu'elle montre en apparence. Elle a l'air joviale, elle a l'air contente, elle a l'air un peu étrange, mais bon, OK, en apparence, son stress est minimal. Mais en réalité, à l'intérieur d'elle, elle est beaucoup plus stressée qu'elle n'en a l'air parce qu'elle vit constamment dans des cauchemars et des situations invraisemblables. Et on apprend à la toute fin de l'histoire que Jessie, je vais juste bouger ceci, pour être capable de bien voir. Donc, je repartage. Jessie souffre d'une maladie étrange et très contagieuse qui remplit son esprit de situations étranges. Chaque nuit et même les jours, elle fait des cauchemars et tous ceux qui la côtoient deviennent comme elle, donc malades de l'esprit, deviennent envahis par des situations étranges. C'est un texte donc, qui amène à réfléchir et on souhaite que personne ne soit atteint d'une telle maladie, bien sûr, parce que ça serait assez désagréable de vivre au quotidien comme la petite Jessie doit vivre son quotidien. Donc, je ferme ceci, je reviens. C'est donc un texte qui amène à réflexion. Et en ce qui me concerne, j'ai créé un petit questionnaire de 2 questions pour être capable de savoir ce que vous avez compris de ça. Mais ce questionnaire demande des questions à long développement. Les questions à long développement, c'est-à-dire 100 mots et plus, il y a une sorte de technique, de méthode ou de recette, appelez ça comme vous voulez, pour être capable de bien répondre à ces questions-là. Si on veut être capable de bien répondre, il faut être capable de répondre en détail avec les éléments que la question demande. Donc, j'arrête le partage et je vais vous repartager un autre document qui s'appelle « Comment répondre à une question de développement ». Donc, on est ici dans le COVID. C'est le cours 3. Donc, je vais aller le chercher ici. Comment répondre à une question de réaction. Bon, voilà. Je vous passe ceci. Et quand on répond à une question de réaction, la réponse que vous allez écrire doit toujours être en 4 parties. 4 parties qui s'enchaînent de la façon suivante. Donc, si je vous demande une question, par exemple, « Avez-vous aimé ça? » Mettons que c'est ma question. « Avez-vous aimé ce texte? » Bien, vous allez commencer par « selon moi »,« à mon avis » ou quelque chose comme ça, et vous allez affirmer quelque chose. « J'ai beaucoup aimé ce texte. J'ai adoré ce texte » ou « j'ai détesté ce texte ». Une affirmation. Vous allez donner une raison pourquoi vous avez dit que vous avez aimé ça ou détesté ça. Donc, j'ai adoré ce texte parce que je l'ai trouvé psychologiquement bouleversant. Je n'aimerais quelque chose, une raison, parce que je l'ai trouvé bouleversant ou parce qu'il ne m'a pas touché du tout. Vous donnez une raison. Donc, selon moi, ce texte était vraiment détestable parce que ça ne convient pas du tout à des élèves de secondaire 3. Je ne comprends pas pourquoi le prof a choisi ce texte. Explication. Donc, on met
mots charnières ici. J'ai déjà donné la liste des mots charnières dans un cours précédent. En effet, ce cours parle d'une enfant de 2e année et je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas plutôt conçu un texte avec des élèves de 3e secondaire, ça nous aurait plus concerné. Et là, vous devez illustrer votre explication à l'aide d'un passage tiré du texte. Donc, comme on le voit dans le texte au paragraphe 3, vous ouvrez les guillemets, vous mettez un passage, vous fermez les guillemets, et là, ça vient donner une preuve tirée du texte que votre explication est en lien avec la raison que vous avez donnée, et cela pour appuyer l'affirmation de départ. Vous fermez votre paragraphe, vous terminez avec une conclusion. Voilà pourquoi je considère que ce texte ne devrait pas être suggéré à des élèves de 3e secondaire ou le contraire, est une excellente source de divertissement pour des élèves à l'imagination fertile en 3e secondaire. Donc là, vous avez un exemple d'une réponse d'environ 100 mots à une question de réaction, que ce soit « Avez-vous aimé ça? Trouvez-vous que ce texte est approprié? » Ce sont des questions à longue réponse. À chaque fois que vous avez une question à long développement, c'est la structure qu'on vous demande de suivre. Donc, à mon avis, on donne une affirmation parce que on donne une raison, explication, en effet, on met un passage tiré du texte et on met une conclusion partielle à la fin, une conclusion à notre réponse pour dire voilà pourquoi je considère, et on revient généralement sur notre affirmation de départ. Et je ferme ceci. Donc, quand on va vous poser des questions dans les examens de lecture à l'avenir, il faudrait que vous soyez capable de suivre le modèle que je vous ai donné là. Donc, ça met fin à la présentation pour ce matin et je suis maintenant disponible pour vous envoyer le lien pour le questionnaire en ligne sur le texte « Un esprit d'enfant ». Merci.